Alors, pour lancer le débat, Jacques Attali, vous venez de publier un livre qui s'appelle Tous ruinés dans 10 ans, point d'interrogation. Livre pour lequel vous êtes passé dans à peu près toutes les émissions audiovisuelles qui comptent dans les radios et les télévisions françaises pour y délivrer un message qui était à peu près toujours le même et qu'on va écouter. On devrait être dans une politique que je n'appelle pas de rigueur ou d'austérité, je trouve que les mots sont... On devrait être dans une politique catastrophe, anti-catastrophe. Il faut absolument au moins trouver 50 milliards. Il faut un plan catastrophe pour inverser les courbes, maintenant, tout de suite. Et si on ne le fait pas, le prochain président de la République, quel qu'il soit, aura les mains liées, ne pourra rien faire de tout ça. Il y a un moment très important sur lequel je me permets d'insister pour que vous fassiez encore comme d'habitude au mieux votre travail de journaliste, c'est la préparation du budget 2011. Il faut agir maintenant. Il faut agir. Quand je dis maintenant, c'est entre juin et septembre dans la préparation du budget 2011. Il faut à tout prix, dès le mois qui vient, préparer le budget 2011 de telle façon à ce qu'il soit en équilibre. Bien, alors, c'est tout de suite qu'il faut agir pour le budget 2011, etc. Ça, j'ai parfaitement compris le message. Là où je suis un tout petit peu resté sur ma faim, c'est oui, il faut agir tout de suite, mais pour faire quoi exactement ? Là, vous avez resté sur votre fin parce que vous avez cité une fraction de minute. C'est le principe du montage. Voilà. Alors que j'ai écrit un livre de 250 pages dont l'objectif est justement, pour une moitié, d'expliquer l'histoire de la dette et pour une autre moitié, de dire ce qu'il convient de faire. Donc, je renvoie tous ceux qui nous écoutent à ce que nous allons dire maintenant et ce qu'il y a dans ce livre. D'abord, pour savoir ce qu'il y a à faire, il faut vraiment peut-être passer un peu de temps sur où nous sommes aujourd'hui. Je crois que c'est très important. Puisque ce qui est à faire dépend de savoir si on va être obligé de le faire simplement à l'échelon national, si on a une petite chance de le faire à l'échelon européen, ou si on a une minuscule chance de le faire à l'échelon mondial, qui est à mon avis le seul échelon raisonnable aujourd'hui. D'accord. Le seul échelon Bonne raisonnable. Chance. Voilà. Bon. Mais c'est le seul échelon raisonnable. Alors, il faut faire quoi là dans l'immédiat ? Est-ce qu'on ne peut pas passer d'abord être un peu sur le diagnostic parce que il faut d'abord comprendre. C'est important qu'on essaye d'abord de se comprendre sur les causes et puis sur le moment. Oui, d'abord, dans ce que dit Attali, il ne faut pas prendre à la légère ce qu'il dit, parce que sinon il ne se mouillerait pas comme ça. Il dit il faut faire tout de suite pour le budget 2011. Pourquoi, à votre avis ? Donc j'ai regardé, je veux savoir pourquoi. Alors, allez-y. Et j'ai trouvé dans son bouquin la réponse. Un bouquin qui est très intéressant. On apprend beaucoup de choses, qui vaut nettement mieux que le lamentable rapport qu'il a signé. Ça, on apprend quelque chose, l'autre, ça sert à rien. Mais ça, oui. Et alors, j'ai regardé à quel moment, pour avoir le calendrier de la catastrophe, à quel moment la finance internationale va nous tomber dessus. Parce que tout ça est dans ma thèse à moi, tout ça est une histoire de rapport de force et n'a aucune valeur objective. Le niveau de la dette est une affaire tout à fait secondaire, c'est une question de rapport de force politique. Donc les marchés vont nous tomber dessus au moment où le fruit sera bien juteux. Et ça, c'est dans le bouquin d'Attali. Vous avez le tableau d'arrivée à maturité des dettes. Parce que les gens ne savent pas, ils croient que la dette, c'est comme pour eux, quoi. C'est une dette pour la Saint-Glinglin. Bon, non, en réalité, le Trésor français renégocie régulièrement les titres de la dette. Hein. Alors, à échéance, bon, il y en a un temps qui arrive, 10 milliards, allez hop, on réemprunte, et on recommence, on recharge le fusil. Donc, si les intérêts ont baissé, bah, on l'a à meilleur prix. S'ils ont augmenté, on l'a à pire prix. D'accord ? Donc c'est un mécanisme qui relativise la fameuse phrase les générations futures vont payer. Non, si, je sais pas, je vais dire une bêtise, mais supposons on trouve un magot, hein, vous voyez, un puits de pétrole gigantesque en Auvergne. Alors bon, bah, on va résoudre la dette beaucoup plus vite et les générations futures paieront rien du tout. Bon, alors, donc c'est relatif. Oui, vous allez voir. La maturité. Oui, et comme ça, je vais en profiter pour vous donner le calendrier pour les autres pays d'Europe. Hein. Tout ça, c'est. Allons-y, on vous écoute. Eh ben oui, allons-y. La France. Au mois de juillet. C'est pour ça qu'il vous parle du budget. Parce que le budget, il se prépare là. Oui. Et les documents vont arriver, vont être arbitrés vers le mois de septembre, et on vote au mois d'octobre-novembre. Alors, justement, juillet 2010, attendez, 59 milliards qui arrivent sur la table. Oui. Août, non, il est en train de lire votre livre, on a compris. Août, ça se calme, 4 milliards. Septembre, ça redémarre quand on fait les arbitrages. C'est quoi ces milliards C'est les milliards qui arrivent à maturité. Où la France paye tout de suite. C'est quoi des milliards qui arrivent alors, à maturité? Vous avez un titre de dette. Alors voilà, c'est en juillet, il faut payer 59 milliards. Ah d'accord, ce sont les échéances. Voilà. Les échéances. On les a pas. Bon. Donc on va les réemprunter. Et à ce moment-là, la bande de vampires et de vautours qui est en train de tourner au-dessus de l'Europe se pose sur les branches, comme dans les films de Lucky Luke, là, sur les branches autour de la France. Parce que cette fois-ci, il y en a pour 59 milliards. Non mais rigolez pas, c'est que 59 milliards. 1 ou 2 points de plus d'intérêt sur une somme pareille, ça remplit les poches. La deuxième salve arrive
dangereuse, pas en août. En août, 4,6, on peut être tranquille, il paraît qu'il fera beau, donc là, on pourra respirer. Septembre, 21,8. Octobre, 37,3. C'est-à-dire que quand on va être dans la phase où le budget va être formalisé, nous aurons tous ces rapaces sur le dos depuis 4 mois. Alors, l'avalanche de chiffres, c'est très bien. Juste pour qu'on ait une idée mais quoi, est-ce que ce calendrier... Attendez, juste pour qu'on puisse évaluer ces chiffres, les chiffres équivalents pour 2009 et pour 2008, par exemple, étaient de quel ordre? Non, ils étaient à peu près du même ordre, mais... Ah bon, mais quand, pas la crise, il y a un an. Quand la dette augmente, ça devient beaucoup plus difficile. Et M. Mélenchon a tout à fait raison. À un certain moment, c'est les marchés. Alors, moi, je ne préfère pas parler des marchés. On va peut-être en parler de ça tout à l'heure. Parce que dans les marchés, il y a les emprunteurs et il y a les prêteurs. Et moi, je préfère dire les prêteurs. Alors, juste pour que je comprenne bien, si les chiffres de 2009 et de 2008 étaient du même ordre, pourquoi l'urgence est aujourd'hui, pour le budget de 2011? Parce qu'à un certain moment, quand vous empruntez 10, personne ne pense que vous ne pourrez pas rembourser 2. Mais quand vous avez emprunté 30 et que vous empruntez encore 10, les gens commencent à se dire que... Vous ne pourrez pas rembourser les 10. C'est plus difficile. C'est plus difficile. Et alors, surtout si vous vous révélez année après année, incapable de tenir votre promesse, qui est de réduire le déficit et de créer les conditions de pouvoir payer. Donc, en réalité, alors, est-ce que Attali vient de donner une explication attendez, je crois qu'il est très important de revenir sur un certain nombre de choses qu'a dit M. Mélenchon pour bien comprendre, savoir si on est d'accord ou pas sur le diagnostic. Pour moi, le diagnostic est extrêmement profond et je pense qu'on n'est pas loin d'être en accord. On verra à la fin de l'émission, si vous voulez bien. Sur le diagnostic, il y a une formidable vague de croissance mondiale, parce qu'il y a plus de gens qui travaillent, parce qu'il y a des progrès techniques, parce qu'il y a de l'argent disponible, de l'épargne réelle, des gens qui épargnent. Et parce qu'il y a une sorte d'envie du monde, l'Asie, l'Afrique, l'Amérique, de se mettre au travail. Et on a aujourd'hui, à l'échelle du monde, si on regarde des chiffres historiques, on n'a jamais eu une croissance mondiale aussi forte que maintenant. Elle est de 4 à 5% par an. Et si on regarde la crise, ça ne change rien. La croissance mondiale reste incroyablement stable. Mais parce qu'il y a des pays qui sont à 10 ou 11. Ce qui s'est passé depuis 1978, c'est assez frappant, c'est qu'aux États-Unis et en Europe, les salaires n'ont plus augmenté. Ils n'ont plus augmenté pour des tas de raisons. Les rapports de force ont changé entre le travail et le capital. L'économie était un peu fatiguée, la démographie a baissé, le syndicalisme s'est effondré. Bon, mais en même temps, le paradoxe du système capitaliste, c'est que si le salaire n'augmente pas, il n'y a plus de consommation, donc le système s'effondre. Donc l'Occident a été dans cette contradiction. Il faut maintenir les profits, donc faire augmenter la part des profits et baisser la part des salaires. Mais si on baisse trop la part des salaires, on ne peut plus. Donc l'Occident a inventé collectivement une solution très habile, la dette. Je vais permettre aux gens de s'endetter, aux gens riches comme aux gens pauvres, pour acheter leur logement, pour acheter des voitures, pour acheter tout et n'importe quoi, sans vérifier une seconde s'ils avaient les moyens de rembourser. Comment on fait ça? On les laisse s'endetter et puis on passe la dette à quelqu'un d'autre. Moi, je fais mon profit au passage, mais c'est une autre banque, peu importe, ça ne m'intéresse pas de savoir. Et là, il y a une connivence générale. Les banques, évidemment, qui tirent leur profit, les gouvernements parce que ça donne du travail, les entreprises parce que ça fait du profit, les pauvres parce qu'ils peuvent emprunter et puis ils ne se rendent pas compte qu'ils sont bernés par le système, et ça croît. Et le système fonctionne parce que si les salaires n'augmentent pas, comme la valeur des biens, en particulier des logements, augmente, les gens font des plus-values. Et donc, ils compensent la faiblesse de leur salaire. Et c'est ça qui s'est produit. Mais à un certain moment, le système explose. Il a explosé une première fois en 2008 sur la dette privée aux États-Unis. Oui. Et là, on a fait la pire erreur historique, qui restera comme pire que la crise de 29. Que moi, je me permets de dire, je dénonce depuis ce moment-là, au moment de la publication du rapport si critiqué par ce lamentable rapport, à ce moment-là, au moment où le rapport s'écrivait, j'ai donné une interview, plusieurs, où je dis c'est pire que 29 qui est en train de se préparer, un tsunami nous tombe dessus. Personne n'a voulu entendre. Je n'étais pas le seul. Hein. Je peux citer Paul Jorion, je peux citer beaucoup de gens qui m'ont aidé à réfléchir à travers le monde. Nous étions quelques-uns à voir ça. La pire erreur, c'est quoi? C'est qu'au lieu de régler la crise de la dette privée en forçant le système financier à mettre de l'ordre dans son truc, on a dit au système financier, vous inquiétez pas, on va vous aider, on va donner de l'argent de l'État. Et donc, c'est le système public. Attendez, je voudrais terminer ma phrase. Non, mais le système public qui a aidé ça. Vous allez tous les deux tomber d'accord, il n'y a aucun problème. Oui, mais quand vous excusez-moi, je dois terminer ma phrase, cher. Oui, je dois terminer parce qu'elle est très importante. Ce qui se passe maintenant est lié à ça. Les banques ont obtenu de l'argent de l'État que l'État n'avait pas. Comme l'État n'a pas eu le courage de prendre l'argent dans une poche quelconque, peu importe, c'est un rapport de force pour savoir qui paye, personne. Non, mais peu importe. Il y a une différence. Non, mais personne. On a demandé à personne. On n'a pas eu le courage politique de demander à qui que ce soit. Donc, on a prêté de l'argent aux banques qu'on n'avait pas. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a emprunté sur les marchés pour donner aux banques. Et à qui on a emprunté? Aux banques.
Donc ce sont les banques à qui on a donné de l'argent qui ont prêté aux États. Donc les banques ont aujourd'hui dans leur compte des fonds propres avec de l'argent de l'État et dans leur compte à côté des bons du Trésor qui valent rien. Et c'est pourquoi la crise est encore là.